Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inégalité des accroissements finis. Alors, ça va être un cours pour commencer. Je ferai une vidéo avec des exercices et peut-être aussi des vidéos avec des problèmes, si j'ai le temps. En lien, vous trouverez l'énoncé en format PDF. Et puis un lien vers mon blog où j'ai depuis quelques jours mis beaucoup de documents et c'est pour ça que je ne faisais pas de vidéo. Alors essentiellement des documents pour l'option Maths Expert de Terminal. Alors je vais commencer par des rappels. Donc f est une fonction définie sur un intervalle i, le plan est muni d'un rond orthogonal au UV, c de f est la courbe représentative de la fonction f. Une petite définition, une corde est un segment qui relie deux points d'une courbe. Autre définition, petit a et petit b sont deux réels de grand I tels que a soit strictement inférieur à b. A est le point de la courbe c de f d'abscisse a est d'ordonnée f de a. B, le point de la courbe C de f d'abscisse B est d'ordonnée f de B. Le coefficient directeur ou la pente de la droite AB est f de B moins f de A sur B moins A. Alors, il y a une petite différence entre les notions de coefficient directeur et de pente. Cette différence vient des sciences physiques. Je ne vais pas insister là-dessus. Définition, la fonction f est dérivable en réalité de grand I. La tangente t à la courbe C de f au point M de coordonnées t f de t, la droite passant par le point M, et de coefficient directeur ou pente f' de t. Deux graphiques, le premier pour voir qu'on a tracé une pente, on a pris deux points A et B de la courbe de f, et puis le coefficient directeur c'est f de B moins f de A sur B moins A. Je vais même placer les abscisses A et B, la différence B-A, ici les ordonnées f de A, f de B, la différence f de B moins f de A. Et puis le deuxième graphique, c'est un point M qui est sur la courbe de f, et puis son coefficient directeur, c'est f' de t. M ayant pour abscisse petit t. Alors on a l'impression quand même que les coefficients directeurs des cordes et des tangentes vont avoir un lien entre elles. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. J'ai intitulé ce paragraphe des tangentes vers les cordes. On va voir comment on passe des tangentes aux cordes. Alors une petite approche, j'ai pris une fonction, d'ailleurs je vais un peu modifier. La fonction f est définie sur l'intervalle 0,3 par f de x égale moins x carré plus 4x moins 2. Pour tout réel x de l'intervalle 0,3, on peut dire que f' de x est moins 2x plus 4 et on va aller chercher un encadrement de f' de x. Alors comme x est entre 0 et 3, cela entraîne que 0 est supérieur ou égal à moins 2x supérieur ou égal à moins 6. On multiplie par moins 2, on change le sens d'une inégalité. Ensuite, on ajoute 4, donc on va obtenir 4 supérieur ou égal à moins 2x plus 4 supérieur ou égal à moins 2. Ce qui fait que finalement, f' de x est compris entre moins 2 et 4. Alors, on va considérer un point M de la courbe C de f, d'abscisse t et tm, la tangente en M à la courbe C de f. On peut dire que le coefficient directeur de la droite tm, qui est f' de t, c'est un réel compris entre moins 2 et 4. Ensuite, on va choisir au hasard deux réels A et B de l'intervalle 0,3. Et puis, on va considérer le point A de la courbe C de f d'abscisse petit a, ce qui fait que A pour coordonnée A f de A. Le point B de la courbe C de f d'abscisse petit b, ce qui fait que B a pour coordonnée B f de B. On sait que le coefficient directeur de la droite AB, c'est f de B moins f de A sur B moins A, j'ai appelé petit p. Et puis, on va effectuer sans simulation. On va voir ça tout de suite avec le logiciel GeoGebra. Donc avec le logiciel GeoGebra, voilà, j'ai construit la courbe représentative de f sur l'intervalle 0,3. Alors le point départ, je l'ai appelé grand R de coordonnée 0-2. Le point d'arrivée, je l'ai appelé grand S de coordonnée 3,1. Alors j'ai tracé les tangentes en R et
en S à la courbe C de F, parce que c'est elle qui nous donne en fait la pente maximale et la pente minimale. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de point A et de point B qui sont choisis. On va le faire juste après. Dans le graphique 2, vous voyez tracer les droites d'équation y égale -2, y égale 4, qui correspondent au minimum et maximum de la pente des tangentes à la courbe de F. Alors, on va effectuer une première simulation, sélectionnant un curseur K. Voilà, donc ici, j'ai une droite qui s'est tracée, c'est la droite AB, et puis A s'est placé ici, B s'est placé ici. Reprenons le curseur. Deuxième simulation. Troisième, quatrième, etc. Et à chaque fois dans le graphique 2, eh bien, on a un point qui se place. Alors, ce point, évidemment, ici, c'est le point de coordonnée 5, et puis la pente de la droite AB, qui est la pente de la droite D, 0,5342 environ. Allons-y. Animons. Voilà, et donc on obtient un nuage de points. D'ailleurs, ça doit être celui que vous avez dans le texte. Et puis on constate que ces points ont une ordonnée qui varie à l'intérieur du tuyau constitué par les droites d'équation y égale -2 et y égale 4. Ce qui fait que on peut conjecturer que les pentes des cordes sont aussi comprises entre -2 et 4, sachant que les pentes des tangentes sont comprises entre -2 et 4. Alors, si on veut une autre simulation, je vais vous en faire une. Il suffit d'appuyer sur F9. Voilà, il y a d'autres simulations possibles. Et en fait, à chaque fois, on a le sentiment. Alors ici, on est assez proche de 4 pour ce point-là. Évidemment, tout va dépendre de la simulation, mais aucun point en dehors de ce tuyau. Bon, donc on va pouvoir conjecturer que petit p est aussi compris entre -2 et 4. Petit p étant le quotient directeur d'une corde quelconque de la courbe de F. Donc le premier nuage de points que vous avez vu, où ici il y avait quand même un point qui est assez proche de, dont l'ordonnée est assez proche de -2. En revanche ici, on avait le point le plus haut était un peu en dessous de 4. Donc on conjecture que petit p comprend entre -2 et 4. Maintenant, on va présenter le problème avec ce qu'on vient de voir. F est une fonction dérivable sur un intervalle i. Alors tout à l'heure, c'était l'intervalle 0,3 dans l'approche. On suppose qu'il existe de réels petit m et grand M tels que pour tout réel x de grand I, m inférieur égal à f' de x inférieur égal à grand M. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? On peut conjecturer que pour tout réel a et b distinct de l'intervalle i, on a f de b moins f de a sur b moins a qui est le coefficient directeur de la corde joignant les points grand A et grand B d'abscisse respectifs petit a, petit b, compris entre petit m et grand M. Alors si en plus on suppose que a est plus petit que b, strictement, alors b moins a, lui, va être positif strictement, et donc en multipliant cette double inégalité par b moins a, voilà ce qu'on obtient. mb-1 fait égal à f de b moins f de a fait égal à grand mb-a, qui s'avère être une double inégalité qui sera aussi vérifiée pour a égale b maintenant, puisque on aurait 0 fait égal à 0 fait égal à 0. Et donc voilà la conjecture que nous allons faire. On conjecture pour tout réel a et b quand i avec a fait égal à b, ici. On a petit m b moins a fait égal à f de b moins f de a fait égal à grand m b moins a. Alors on va se poser la question de d'abord d'essayer de démontrer la première inégalité, puis ensuite la deuxième. Et on va voir que ça se ressemble beaucoup.
comment démontrer que petit m b-1 va être inférieur ou égal à f de b moins f de a? Eh bien, on va prendre m b-1 inférieur ou égal à f de b moins f de a, et puis on va déjà développer le premier membre, m b moins m a inférieur ou égal à f de b moins f de a. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va transposer des termes de telle sorte que dans le premier membre ici, il n'y a que petit a entre guillemets, dans le deuxième membre, il n'y a que petit b. Et donc f de a moins ma inférieur ou égal à f de b moins mb. Alors ici, on travaille avec deux variables a et b, ce qui est toujours un petit peu gênant, mais on doit pouvoir voir apparaître en fait une fonction, c'est-à-dire la fonction petit f de x moins mx pour tout réel x de grand I. On introduit cette fonction que j'ai appelée g, définie par g de x égale f de x moins mx. Alors, comme la fonction f est dérivable sur grand I et que la fonction linéaire mx est dérivable sur grand I, la différence des deux est dérivable sur grand I, ce qui fait que g est dérivable sur grand I. Et on va dériver g. Pour tout réel x de grand I, g' de x, f' de x moins petit m. Et justement, on a supposé que petit m était inférieur ou égal à f' de x, qui nous donne que f' de x moins m est positif, c'est-à-dire que g' de x est positif. La fonction g' étant positive sur grand I, on peut affirmer que g est croissante sur grand I. Et quand une fonction est croissante, d'après une définition de la classe de seconde, a inférieur ou égal à b entraîne que g de a est inférieur ou égal à g de b. Et en revenant à petit f, ça nous donne f de a moins ma inférieur ou égal à f de b moins b. Et en revenant évidemment à mb-1 inférieur ou égal à f de b moins f de a, puisque tout à l'heure on a fait le chemin inverse, mais bon. Et ben on va démontrer ces petites inégalités. La première. Alors comment démontrer la deuxième? C'est en fait un peu le même style. Alors j'ai dit que f de b moins f de a est inférieur ou égal à grand mb moins a, ça signifie que, là je mets en italique, ça signifie que f de b moins f de a est inférieur ou égal à grand m de b moins grand m a. Et donc ici, j'ai à nouveau placé les petits a à gauche. ma moins f de a inférieur ou égal à mb moins f de b. Et donc, on va définir une fonction qu'on va appeler h, définie sur grand I par h de x égale grand mx moins f de x. Alors, la fonction linéaire mx est dérivable sur grand I, et puis f aussi, donc la différence est dérivable sur grand I, ce qui fait que la fonction h va être dérivable sur grand I, et pour tout réel x de grand I, h' de x égale grand m moins f' de x. Or, on a supposé que f' de x est inférieur ou égal à grand M, donc h' de x est positive. La fonction h' étant positive sur l'intervalle grand I, on peut en déduire que h est croissante sur grand I, ce qui fait que a inférieur ou égal à b entraîne h de a inférieur ou égal à h de b, on conserve le sens. Et donc, on a ma moins f de a inférieur ou égal à mb moins f de b, donc on aura f de b moins f de a inférieur ou égal à grand mb moins a. Finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? Ce qu'on appelle les inégalités des accroissements finis, parce qu'il y a deux inégalités ici, on pourrait l'appeler la double inégalité des accroissements finis. F est une fonction dérivable sur un intervalle I. S'il existe deux réels petit m et grand M tels que pour tout réel x de I, m inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à grand M, alors pour tout réel a et b de grand I, vérifiera inférieur ou égal à b, petit mb moins a, inférieur ou égal à f de b moins f de a, inférieur ou égal à grand mb moins a. Ce théorème était encore au programme de terminale il y a quelques années. Il y a été d'ailleurs pendant de nombreuses années, notamment dans les années 90, et puis c'était source de sujets de bac. On verra tout à l'heure dans quel cadre. Interprétation graphique, ce qu'on peut dire, c'est que si les pentes des tangentes sont bornées, minorées et majorées, alors les pentes des cordes sont bornées. Alors la réciproque est vraie, vous pourrez toujours vous intéresser et essayer de le démontrer. Et en fait, pourquoi on n'en parle pas beaucoup de la réciproque, c'est parce qu'on ne l'utilise pas vraiment.
Enfin, c'est mon interprétation. Alors, on dit que si les accroissements infinitésimaux sont bornés, puisque quand on parle de pente de tangente, c'est par rapport à la notion de dérivée, hein, alors les accroissements finis sont bornés. Bon. Voilà d'où vient le mot accroissement fini. Alors, un petit exemple. On considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 1, 2 par f de x égale ln de x. Alors, on sait que pour tout Lx de l'intervalle 1, 2, f' de x, c'est 1 sur x. Et donc, on va avoir assez aisément le fait que f' de x est compris entre 1,5 et 1, parce que si x est compris entre 1 et 2, son inverse est compris entre 1,5 et 1. Et puis, on va appliquer la double inégalité des accroissements finis. Donc, on a le minorant de la dérivée 1,5, et on va l'appliquer à 1 et 2. Donc ici, petit b vaut 2 et petit a vaut 1. Petit m vaut 1,5. Donc 1,5 facteur de 2 moins 1 est inférieur ou égal à f de 2 moins f de 1 est inférieur ou égal à 1. 1, c'est grand M. Et donc, on va avoir 1,5 inférieur ou égal à ln de 2 inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire 0,5 inférieur ou égal à ln de 2 inférieur ou égal à 1. Et puis on sait que ln de 2 est environ égal à 0,70, ce qui fait que, bon, cet encadrement est correct. Alors évidemment, il n'est pas très puissant ici. Bon, il y a des moyens pour essayer de faire en sorte qu'on obtienne de meilleurs encadrements, mais bon, c'est pas tellement pour ça qu'on aura besoin de ce théorème des inégalités des accroissements finis. Mais bon. Alors, voilà une conséquence très importante qui s'appelle aussi inégalité des accroissements finis, en fait. Mais il n'y en aura qu'une. Alors, on considère une fonction f qui est dérivable sur un intervalle grand I. Et là, on va dire, s'il existe un réel positif k tel que pour tout réel x de grand I, valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à k, alors, pour tout réel A et B de grand I, eh ben, on aura valeur absolue de f de B moins f de A inférieur ou égal à K, valeur absolue de B moins A. Alors, démonstration. Eh ben, on suppose que pour tout réel x de grand I, en fait, f' de x est compris entre moins K et K, puisque la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égal à K. Ce qui fait que pour tout réel A et B de I tel que A inférieur ou égal à B, on peut dire que moins K B moins A inférieur ou égal à F de B moins F de A inférieur ou égal à K B moins A, et ça c'est d'après les inégalités des accroissements finis. Donc on a un nombre F de B moins F de A qui est compris entre un nombre qui est K facteur B moins A qui est positif et son opposé. Et donc on sait à ce point-là que sa valeur absolue est inférieur ou égal à K, valeur absolue B moins A. Bon, là, ça c'est le cas où A est inférieur ou égal à B. Et en permutant le rôle de A et de B, on devrait pouvoir avoir le même résultat. Alors en fait, j'ai pas fait tout à fait comme ça. J'ai redit qu'on supposait que pour tout réel x de grand I, moins K inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à K. Et pour tout réel A et B de grand I tel que B inférieur ou égal à A, ben, finalement, on peut dire que valeur absolue de f de A moins f de B est inférieur ou égal à K, valeur absolue de A moins B. Ça, c'est d'après ce qu'on vient de faire dans le premier cas. Et donc, f de B moins f de A en valeur absolue, ben, c'est la même chose que la valeur absolue de f de A moins f de B, puisque un nombre réel et son opposé ont la même valeur absolue, ben, sera inférieur ou égal à K, donc inférieur ou égal à K, et puis la valeur absolue de A moins B, c'est la même chose que la valeur absolue de B moins A. Voilà. Alors, un exemple. Alors, je vous ai pris une fonction f définie sur l'intervalle 0, 2 pi, fermé en 0, fermé en 2 pi, par f de x égale sinus x. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour tout réel x de l'intervalle 0, 2 pi? f' de x est égal à cosinus x. Et on sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1 sur 0,2 pi, et donc sa valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Donc on l'a fait apparaître une valeur absolue, quoi, pour pouvoir appliquer l'inégalité des accroissements finis qu'on vient de voir. Alors je l'ai appliqué à petit a
égale pi et petit b égale 11 pi sur 12. Donc, valeur absolue de f de 11 pi sur 12 moins f de pi est inférieur égal à la valeur absolue de 11 pi sur 12 moins pi. Et donc, on va avoir sinus 11 pi sur 12 moins sinus pi vaut 0. Va être inférieur égal à, ici, on calcule la valeur absolue de 11 pi sur 12 moins pi, c'est la valeur absolue de 11 pi sur 12 moins 12 pi sur 12, c'est la valeur absolue de moins pi sur 12, donc ça donne pi sur 12. Voilà, à vous de prendre une feuille et un crayon si vous avez du mal à suivre. Utilisation d'une calculatrice, alors j'ai mis en mode radian bien sûr, hein. Donc on va aller chercher a priori sinus, alors c'était 11 pi sur 12 il me semble. Alors évidemment, là, il vous donne une valeur exacte. Donc avec ici sur la TI, la petite touche ici, on a une valeur approchée. Et on a dit que ce nombre devait être plus petit que pi sur 12. Ouais, je vais chercher pi tout à l'heure parce que je sais pas ce modèle-là. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est pas trop mal comme valeur approchée. En tout cas, sinus 11 pi sur 12 est bien plus petit que pi sur 12. Alors, le grand intérêt de ces inégalités des accroissements finis, ça va être une application ensuite récurrente. Là, il va falloir peut-être un petit peu s'accrocher parce que ça reste théorique. Donc, un lemme, c'est un petit théorème. Grand I est un intervalle du type petit r, petit s. R et s sont deux réels. Si la fonction petit f est continue sur grand I à valeur dans grand I, alors f a au moins un point fixe dans grand I. C'est-à-dire qu'il existe au moins un réel qui va être confondu avec son image. Alors la preuve, pour tout réel x de i, même chose, on utilise une fonction auxiliaire, on va poser g de x égale f de x moins x, puis on va s'intéresser à l'équation g de x égale 0 en fait. Alors comme la fonction f est continue sur grand I et que moins x est continue sur grand I, la fonction g est continue sur grand I. Et puis, on sait que pour tout réel x de RS, f de x, c'est compris entre R et S, puisqu'on a dit que la fonction f était continue sur i à valeur dans grand I. Donc, comme grand I, c'est RS ici, f de x est aussi compris entre R et S. Alors, comme R est inférieur égal à f de R, on va avoir 0 inférieur égal à f de R moins R, c'est-à-dire que 0 est inférieur égal à g de R. f de s est forcément inférieur égal à s, donc f de s moins s est inférieur égal à 0, donc g de s est inférieur égal à 0. Alors on sait que la fonction g est continue sur grand I, et puis g de R et g de s sont de signe contraire, puisque l'un est positif et l'autre est négatif. Et donc, d'après le lemme de Bolzano, ou le théorème des valeurs intermédiaires, si vous préférez, il existe au moins un réel C de grand I, tel que G de C égale 0. Et donc, G de C égale 0, ça veut dire que F de C égale C. Donc, il y a au moins un point fixe pour F dans grand I. Alors, un théorème, toujours grand I, un intervalle du type RS, fermé en R, fermé en S, s'appelle un intervalle fermé borné en fait. La fonction petit f est dérivable sur grand I et on considère qu'elle a la valeur dans grand I. Il existe un réel K de l'intervalle 0,1, alors ouvert en 0, ouvert en 1, attention, tel que valeur absolue de f' soit inférieur égal à K sur grand I. Et puis on considère la suite UN définie par U0 appartient à grand I et UN plus 1 égale f de UN. Pour tout entier naturel n. Eh bien, premièrement, on peut montrer que la fonction f possède un unique point fixe grand L dans grand I. Et deuxièmement, pour tout entier naturel n, on va pouvoir démontrer que valeur absolue de un moins grand L est inférieur égal à
k puissance n, valeur absolue de i0 moins grand L, et que la suite un converge vers grand L. Démonstration. Donc, premièrement, on sait d'après le lemme que la fonction f possède au moins un point fixe dans grand I, et on veut démontrer qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, on va faire comme si on avait deux, soit a et b, deux points fixes de f dans grand I, et on va démontrer que a égale b. Alors, on sait d'après l'inégalité des croisements finis que valeur absolue de f de b moins f de a est inférieure ou égale à k, valeur absolue de b moins a. Ce qui fait que valeur absolue de b moins a est inférieure ou égale à k, valeur absolue de b moins a, puisque f de b égale b, f de a égale a. Et donc, en passant k, valeur absolue de b moins a dans le premier membre, on va obtenir 1 moins k, facteur de valeur absolue de b moins 1 inférieur ou égal à 0. Alors, on va s'intéresser à 1 moins k. On sait que k est strictement compris entre 0 et 1, et donc 1 moins k, lui, est aussi strictement compris entre 0 et 1, ce qui fait que il est strictement positif, et donc on peut en déduire que valeur absolue de b moins a est inférieure ou égale à 0. Il y a un nombre comme une valeur absolue qui est inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'il vaut 0, parce que il ne peut pas être négatif strictement. Et donc b moins a vaut 0, et donc a égale b. Donc on en déduit que la fonction petit f possède un unique point fixe qu'on appelle grand L dans grand I. Alors, deuxièmement, pour tout entier naturel n, on va appliquer évidemment l'inégalité des accroissements finis. Un appartient à grand L appartient à grand I, et donc valeur absolue de f de un moins f de L va être inférieure ou égale à k, valeur absolue de un moins grand L. Mais f de grand L, c'est grand L. Donc on va obtenir un plus 1 moins grand L en valeur absolue, inférieur ou égal à k, valeur absolue de un moins grand L. Alors, c'est là que je ne vais pas tout faire. On va montrer, en fait, par récurrence, que pour tout entier naturel n, valeur absolue de un moins L va être inférieure ou égale à k puissance n, valeur absolue de i0 moins L. Alors ça, vous pouvez vous entraîner pour essayer de le faire. Je le ferai à l'occasion des problèmes qu'on rencontrera. Et comme la limite de terme général k puissance n est 0, puisque k est strictement compris entre 0 et 1 par hypothèse, et bien la suite de terme général k puissance n, valeur absolue de i0 moins L, valeur absolue de i0 moins L, c'est une constante, et donc c'est 0. Et donc la suite valeur absolue de un moins grand L est une suite qui est majorée par une suite qui tend vers 0, celle-ci tend vers 0, donc elle tend forcément vers 0, et finalement la suite un tend vers grand L. Voilà. Bon, c'est pas évident, c'est un peu théorique tout ça, les étudiants de première année, vous le reverrez évidemment en cours. Mais il était important que je vous en parle parce qu'en fait, tout est basé sur ce qu'on vient de faire à l'occasion des exercices. Et puis, c'est vraiment l'intérêt de l'inégalité des accroissements finis. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à faire des vidéos avec exercices et problèmes. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les étudiants qui, pour certains, sont rentrés peut-être en cours aujourd'hui, et pour d'autres, dans les jours qui vont venir. Au revoir.